Journal Info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Des pluies diluviennes, des cours d'eau qui débordent et un automobiliste porté disparu. C'est la situation en ce moment dans le département du Var. Nous serons sur place dès le début de ce journal. C'est aujourd'hui la journée internationale de la fille organisée par l'ONU. Les inégalités par rapport aux garçons commencent dès l'école primaire. Reportage édifiant dans un instant. Et puis, nous vous proposons une interview exclusive. Il n'a pas parlé depuis près d'un an. L'écrivain Michel Houellebecq s'est confié à Europe 1. Vous l'entendrez à la fin de cette édition. Europe 1. Le préfet du Var nous le disait tout à l'heure sur Europe 1, je cite, « Il est certain que le bilan humain sera défavorable ». Formulation très inquiétante alors que le département est actuellement le théâtre de pluies torrentielles avec des cours d'eau qui débordent, qui peuvent tout balayer sur leur passage. Au moins 5 voitures emportées, un automobiliste est porté disparu dans le secteur de Sainte-Maxime. C'est là où vous vous trouvez, Frédéric Michel, pour Europe 1. Quelles sont, Frédéric, les dernières informations dont vous disposez ? Bonne nouvelle d'abord ce matin, la pluie ne tombe plus ici à Sainte-Maxime, mais depuis hier, ce sont près de 200 mm d'eau, 2 mois de pluie qui se sont abattus sur la cité balnéaire. 5 véhicules, vous l'avez dit, ont été emportés dans le secteur de la Garonnette. On est entre Roquebrune-sur-Argent et Sainte-Maxime. Christian habite à proximité, il a vu plusieurs véhicules et même des bateaux passer devant sa fenêtre. Un carnage. 1,50 m d'eau dans la Garonnette. C'était abominable. Ils passaient devant la maison, les bateaux. Et après, il y a un pont, et ça s'est bouché. Et puis là, il y a des gens qui ont eu 2,50 m d'eau dans la maison. Un truc énorme. Pareil, il y aurait un disparu. Mais bon, ça, c'est à confirmer. Et dans le département total, les pompiers sont intervenus à plus de 200 reprises. Ils ont secouru 16 personnes. Je vous le rappelle, ce matin, il y a un véhicule qui est porté disparu. Et le département est actuellement en crue, alerte orange pour les crues. Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud. On précise, Nikos, que les recherches sont en cours pour cette personne qui a disparu. Mais quelques conseils pratiques. N'allez pas dans les sous-sols, dans les garages. Recherchez au contraire des points hauts pour vous abriter tant que l'inondation est en cours. Oui, soyez prudents. Faites attention dans le Var, donc, mais aussi dans les Alpes-Maritimes ou en Corse. Météo France a déclenché l'alerte orange dans tous ces secteurs. Europe 1, il est 8h03. Nous sommes le 11 octobre et c'est la journée internationale de la fille organisée par l'Organisation des Nations Unies. Oui, depuis 2012, les Nations Unies utilisent cette date pour mettre en lumière les inégalités entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge. Et vous allez le voir, il y a encore énormément de travail, y compris en France. Écoutez ce reportage réalisé à l'école primaire et au collège, signé Pauline Jacot. La cloche vient de sonner, sortie des classes. Le meilleur moment de la journée de Soledad en CM1, c'était évidemment la récré qu'elle a passée avec ses copines. Nous les filles, franchement, on voudrait bien se mêler aux garçons, tu vois, on les aime bien et tout. Eux, ils veulent pas en fait. Ils veulent pas qu'on se mêle à leur groupe, ils veulent pas qu'on joue avec eux. Et la plupart du temps, les garçons, quand on les énerve, ils nous frappent. Nous, ça nous énerve, mais moi, je me soucie pas d'eux, dit Soledad. 1 heure plus tard, fin des cours au collège d'à côté, la puberté n'a apparemment pas aidé à rapprocher les filles des garçons. Ils nous insultent beaucoup plus facilement que nous, on les insulte, par exemple. En cours, on les entend beaucoup plus que nous, on nous entend. Ils ont plus facilement de confiance en soi que nous. Les garçons, ils ont déjà un statut de supériorité. Par exemple, une fille, quand elle dit un gros mot, c'est pas joli, mais quand un garçon dit un gros mot, c'est normal. Plus les années passent, plus ces inégalités sont assimilées, selon Edith Marouet-Jouls, géographe spécialiste des questions d'égalité. Elles vont plus oser, j'allais dire, plus tenter. Elles sont disqualifiées d'office, donc voilà, elles prennent la place qu'on leur laisse. Ce processus, dans la longueur, il fait aussi qu'elles n'apprennent pas à négocier. Et les garçons, les hommes doivent participer à cette réflexion, dit-elle, car pour que les femmes puissent trouver leur place, c'est aussi aux hommes de leur en laisser. Reportage signé Pauline Jacot qui aura sans doute interpellé tous les parents. Il y a encore beaucoup de boulot. Tous les papas aussi. Le président de la République est à Yerevan en Arménie. Il participe aujourd'hui et demain au 17e sommet de la francophonie. Oui, vous vous en souvenez forcément. Charles Aznavour aurait dû être du voyage. Malheureusement, il nous a quittés. Emmanuel Macron lui rendra à nouveau hommage. Le président de la République voyait en lui l'un des plus grands défenseurs de la langue française. Cette langue qu'Emmanuel Macron veut promouvoir comme une arme d'influence à travers le monde. Les précisions de notre envoyé spécial en Arménie, Jean-Rémy Baudot. Il est un sanctuaire plus sacré que tout, c'est la langue française. Voilà comment Emmanuel Macron parlait du français lors de l'hommage national rendu à Charles Aznavour la semaine dernière. Triste hasard, c'est en Arménie, patrie du chanteur, que le président va venir une nouvelle fois défendre la francophonie. Au sommet qui s'ouvre ce matin, le chef de l'État va expliquer que le français n'appartient pas qu'aux Français, que c'est un outil universel qui s'est émancipé de l'Hexagone, une langue monde au même titre que l'anglais.
Aujourd'hui, 300 millions de personnes parlent français dans le monde et le président Macron devrait pousser pour développer l'enseignement de la langue, tourner le français vers la jeunesse, notamment africaine, alors que le centre de gravité du français se déplace petit à petit vers les pays du Sud. Emmanuel Macron qui n'ignore pas que la langue est aussi un outil d'influence culturelle, géopolitique, mais aussi diplomatique face aux blocs américains, russes ou encore chinois. Une manière à long terme pour la France de véhiculer ses valeurs à travers le monde. Et pourquoi pas au passage de développer ses échanges économiques. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 et puis un mot du remaniement, on vous en parle depuis plus d'une semaine. Eh bien il faudra encore attendre au moins jusqu'au retour d'Emmanuel Macron en France vendredi soir. Europe 1. À suivre dans le journal un document exclusif, personne n'a entendu sa voix depuis plus d'un an. L'écrivain Michel Houellebecq s'est confié à Europe 1 en exclusivité, à tout de suite. Il est 8h07, votre matinale info, Nico Saliagas. La suite du journal avec vous, David Doucan, une interview qu'on n'entendra pas ailleurs, c'est celle de l'écrivain Michel Houellebecq. Oui, il a reçu hier le prix Château La Tour Carnet pour l'ensemble de son œuvre. Notre spécialiste littérature Nicolas Caro était sur place, bien sûr. Il s'est faufilé et il a pu convaincre l'écrivain de se livrer à quelques confidences. Ça ne m'étonne pas de lui, il sait faire. C'est bien Nicolas son Caro, genre, ouais. c'est bien son genre en effet. Et vous allez l'entendre, il a bien fait parce que c'est savoureux. C'est l'interview de l'écrivain, bien sûr, mais aussi du jeune marié. On l'écoute. Vous êtes un jeune marié. Pour un écrivain, il faut de la solitude, beaucoup de solitude. Est-ce que ça va pas être plus compliqué d'écrire ? Moi, j'écris la nuit, enfin, au milieu de la nuit en fait, et jusque un peu dans la matinée. Bon, il suffit de prendre une femme qui se lève tard en fait. Non mais c'est con, hein, mais c'est vrai. Parce que faut que ce soit la première chose de ta journée. Quand l'esprit est frais, neuf. Et donc, c'est pas forcément si difficile que ça de vivre avec un écrivain, quoi. Un prix comme ça vous touche encore ? C'est l'âge des prix pour l'ensemble de l'œuvre. Ça vous inquiète ? Non, je suis plutôt pour l'idée. Je suis pas très bon en interview, mais effectivement, il y a une catégorie de phénomènes du monde qualifiés de Houellebecqiens qui n'avaient pas été décrits avant moi, ça c'est vrai. On peut me louer pour ça, pour avoir repéré des modes d'être du monde qui n'avaient pas été repérés avant. Donc ça peut rendre inapte à la vie, mes livres, oui. Ou au contraire, en prendre conscience et donc être apte à la vie. Ouais, disons que ça peut provoquer des ruptures dans un cours de vie. Mais je ne vais pas m'en excuser parce que j'ai eu ça moi aussi avec des livres. Je ne pouvais pas continuer à vivre pareil. Donc... ouais, c'est une responsabilité lourde, ça peut être une responsabilité lourde d'écrire des livres. Et je ne veux pas m'y soustraire. Enfin, c'est une activité sérieuse, quoi. Vous travaillez sur quoi, ça on ne saura pas. Mais j'ai fini là, vous saurez en janvier. Ouais. C'est un recueil de poèmes ou c'est un roman ? Non, c'est un roman. L'écrivain Michel Houellebecq était donc au micro de Nicolas Caro. L'amour rend faible et le plus faible des deux est opprimé, torturé, finalement tué par l'autre, qui de son côté opprime, torture et tue sans penser à mal. Voilà, c'est l'amour version Houellebecq. C'est une citation. En même temps, bon, il me dit j'adore ma femme, elle se lève tard, je peux écrire. En gros, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, exactement. Elle peut être sa muse aussi et il peut la regarder et écrire. Non, bon, il voilà. dit je vais écrire parce qu'elle va pas me déranger le matin. C'est sympa, c'est sympa. Un mot de cinéma, on vous en parle depuis ce matin, la sortie du film First Man de Damien Chazelle. Il sort mercredi prochain, il raconte la vie d'un mythe, celui de Neil Armstrong. Et c'est l'occasion de prendre un peu de plaisir, il faut les saisir, toutes ces occasions, avec les archives d'Europe 1. Lord d'Autriche nous fait vivre cette journée du 21 juillet 1969, lorsque l'homme a posé pour la première fois le pied sur la Lune. À 3h56 et 20 secondes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulent le sol lunaire. La surface ressemble à de la poussière de charbon. Les astronautes s'enfoncent de 2-3 cm seulement, puis Armstrong prononce ces mots célèbres. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Je secoue une poudre bleue du bout de mon pied. C'est d'une beauté étrange. Quelques minutes plus tard, des Français qui ont veillé toute la nuit réagissent sur Europe 1. C'est pas seulement de les voir marcher, c'est de savoir qu'ils sont là-haut, quoi. J'ai 63 ans, mais je croyais pas le voir de mon vivant. Et sur Europe 1, le journaliste Albert Ducrot parle du pas sur la Lune comme de l'événement de l'histoire des civilisations. C'est une question qui passionne nos auditeurs. Et au cours des dizaines d'années à venir, vous allez assister non seulement à une révolution scientifique et technique, mais à une révolution intellectuelle qui va être l'événement du XXe siècle. Après cette mission, 10 hommes marcheront à nouveau sur la Lune.
Lune, tous des militaires, sauf un, le dernier, un géologue, qui rapportera les échantillons lunaires les plus intéressants. Les extraordinaires archives d'Europe 1 transcendées par notre spécialiste espace, Laure d'Autriche. Et vous pouvez faire un tour sur europe1.fr. Vous ne perdrez pas votre temps avec notre podcast original, la série 3h56, le premier homme sur la Lune. Il y a 15 épisodes passionnants et on revit la conquête spatiale comme si on était de la partie. C'est formidable. C'était le journal de David Doucan. Merci Bonne David. journée.